Imaginez un instant, la France en faillite, l'épargne des Français ponctionnée, une crise économique sans précédent. Non, non, c'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais bien les potentielles conséquences du programme du nouveau Front populaire. Derrière les promesses alléchantes se cache une réalité économique alarmante. Aujourd'hui, plongeons dans l'analyse de ce programme et découvrons pourquoi il pourrait mener la France au bord du gouffre. Moi, j'espère un dimanche où on dit vivement lundi pour une fois. Parce que lundi, quand on a 62 ans, on part à la retraite. Parce que lundi, les prix sont bloqués. Parce que lundi, la paye va augmenter. La paye va augmenter. En voyant cette vidéo, tu as deux réactions possibles. Soit tu bondis de ta chaise en voyant un homme réputé comme brillant qui vient d'insulter ton intelligence, ou tu ne vois pas du tout le problème. Si tu fais partie de la seconde, c'est que tu dois appartenir aux 63% de Français qui ne connaissent même pas l'ordre de grandeur du PIB en France, mais qui estiment être en mesure de donner leur avis sur la gestion du budget de l'État. Bon, heureusement, je suis là pour que ça change. Alors bien sûr que lundi ici est une image, mais si cette vidéo ne choque pas plus que ça, c'est uniquement parce que l'économie de manière générale est trop peu connue. Mais dites-vous que pour quelqu'un qui connaît un minimum l'économie, ce serait l'équivalent de lui parler comme ça. Jean-Luc et moi, dimanche, on va aller voter. Vous les jeunes, on a besoin de vous. Allez voter. Ouais, ben c'est pas la peine, on va pas vous tirer les pompes. Hein. Si vous savez pas ce que vous avez à faire, je me demande à quoi vous servez. Allez, il faut se mobiliser, hein, et puis tout très bien, et pas oublier, se lever le matin pour aller voter, pas écrire n'importe quoi sur le bulletin. Faut pas écrire dessus. Rien, faut pas écrire. On n'écrit pas sur le bulletin, d'accord. On est poli avec le monsieur ou la dame, et si on a perdu sa carte d'électeur, c'est pas malin, ou si on l'a pas reçue, c'est pas de votre faute. Eh ben on y va quand même avec la carte d'identité. Le permis de conduire, la carte vitale, ça fonctionne aussi. Quoi, et si t'as pas le permis de conduire, t'as le droit d'y aller? Oui, mais t'as la carte vitale. Et la Ouais, carte la carte d'identité. vitale. La carte vitale, ça fonctionne. Ça fonctionne pour quoi faire? Pour aller voter. Pour aller Ouais, voter, tout à fait. d'accord, mais on comprend rien à ce qu'il dit. Mais bon, il faut y aller. Plus sérieusement, dans cette vidéo, on va tenter de faire un tour d'horizon du programme du nouveau Front populaire proposé pour les élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet 2024, à la suite de la dissolution de l'Assemblée du président Macron un mois plus tôt, conséquence des résultats calamiteux de son parti aux élections européennes. Alors déjà, qu'est-ce que le nouveau Front populaire ? Le nouveau Front populaire, tirant son nom d'une alliance de gauche du même nom, ayant, je cite, donné naissance à 4 gouvernements entre juin 1936 et avril 1938. Le premier de ces gouvernements est dirigé par le socialiste Léon Blum, les deux suivants par le radical Camille Chotan, et l'éphémère dernier par Léon Blum à nouveau. Donc, 4 mandatures et 2 dirigeants différents en moins de 2 ans au pouvoir, avec un plébiscite pourtant bien supérieur à l'alliance d'aujourd'hui. Tu sens le bordel arriver ? Son Merzat, la version de 2024, est une alliance des partis de gauche, allant de François Hollande, ex-président de la République, énarque et responsable du CICE, un montage financier ultra complexe et douteux, offrant des allègements d'impôts aux entreprises basés sur la masse salariale, sans aucune contrepartie, et qui n'a quasiment bénéficié qu'aux multinationales, avec par exemple Carrefour, qui aurait touché des centaines de millions d'euros de ce crédit d'impôt, tout en supprimant 2000 emplois en 4 ans. Vous allez me dire que c'est complètement stupide. Effectivement. Sauf que dans un marché mondialisé, un pays surtaxeur comme la France est obligé de baisser artificiellement les impôts des entreprises pour qu'elles puissent simplement rester concurrentielles. Le socialisme crée des problèmes, puis trouve une solution en créant d'autres problèmes. Ça, c'est pour l'aile droite de la gauche. Et dans le même camp, à gauche de la gauche, on retrouve Philippe Poutou, un trotskiste, anarchiste et anticapitaliste, issu de la Ligue communiste révolutionnaire, devenu aujourd'hui le nouveau parti anticapitaliste. Bien qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'était pas le sujet de la vidéo. Mais pour résumer, c'est un adolescent rebelle de 17 ans, coincé dans le corps d'un homme de 57 ans, adepte de la pensée magique. Il estime qu'augmenter les minima sociaux, ouvrir les frontières, régulariser toute personne faisant la demande, baisser le temps de travail et augmenter les salaires ne provoquerait pas l'effondrement instantané de notre économie. On en revient donc à l'introduction de la vidéo. On a un homme dirigeant un parti et ayant une visibilité nationale qui semble ne pas connaître les principes et mécanismes économiques basiques. Vous avez compris, avec de telles divergences d'idées et de parcours, cette alliance n'est pas un compromis, mais bien une compromission. Mais au profit de quoi ? Jetons maintenant un coup d'œil au programme du NFP. Disponible en 2 clics sur internet et présenté sous la forme d'un PDF de 26 pages, trié par thématique. Afin de vous montrer l'absurdité de ce programme, j'ai décidé d'analyser 3 mesures et d'estimer leur impact sur notre économie. Premièrement, sur le droit des femmes. Celle-là, c'est simplement pour vous prouver à quel point les mesures qu'il propose sont contre-productives. On peut voir dans un premier temps que la plupart des mesures listées ici n'annoncent absolument rien de concret et ne sont que des éléments de langage. Ne vous demandez pas ce qu'est l'émancipation économique des femmes, vous n'aurez pas la réponse. Idem pour instaurer l'égalité salariale. Où, quand, comment, vous ne le saurez pas non plus.
Mais ici, il y a bien une mesure concrète. Créer un arrêt menstruel dans les entreprises et administrations. Alors bien sûr que l'endométriose doit être suivie, soignée et assortie d'un arrêt maladie. Bien sûr qu'une femme ayant des douleurs durant ses règles doit pouvoir obtenir un arrêt maladie. Et aussi fou que ça puisse paraître, tout cela est possible actuellement. Alors pourquoi l'institutionnaliser? Et pourquoi est-ce une mesure contre-productive qui va créer une énorme discrimination à l'emploi? Eh bien tout simplement parce que rares sont les métiers où l'absence n'a peu d'impact. Certaines jeunes femmes étaient discriminées à l'embauche si le patron suspectait celle-ci de vouloir avoir un ou des enfants prochainement. Cette discrimination s'estompe à mesure où la durée des congés de paternité augmente. Cette mesure va donc jeter la suspicion sur chaque femme de potentiellement être un employé absent 5 jours par mois, alors même qu'il est déjà possible de faire un arrêt maladie pour des règles douloureuses. Cette mesure serait ni plus ni moins que l'institutionnalisation de la discrimination et la généralisation de la suspicion envers les femmes à l'embauche. Et ce n'est pas que les patrons de multinationales qui pensent comme ça. Pensez-vous que le boulanger du village peut se permettre d'avoir un employé absent de manière fréquente ? Vous me répondrez peut-être que les patrons n'ont qu'à pas discriminer. Mais moi, ici, je ne fais pas de pensée magique. La réalité est ce qu'elle est. L'employé veut le plus gros salaire. Le patron, l'employé, le plus productif. Passons à la seconde mesure, sur les retraites. Ah, les retraites. Le fer de lance du NFP, qui propose la retraite à 60 ans. Bon, sous condition qu'il n'arrête pas de changer suivant les plateaux télé et la personne qui en parle, mais concentrons-nous sur ce que le programme propose, et ce que cela renvoie sur le fond de la pensée du NFP. Pour résumer, le système de retraite en France fonctionne principalement sur le modèle de la répartition. Ce modèle repose sur la solidarité entre les générations. Les cotisations des travailleurs actifs financent les pensions des retraités actuels, ce que l'on peut donc qualifier de circuit fermé. D'où les débats sur son budget, car actuellement cette caisse est déficitaire. Et donc pour l'équilibrer, il faut soit augmenter le temps de travail, soit augmenter les cotisations des actifs. Voyons plus en détail ce que propose le NFP pour les retraites. D'abord, le rétablissement des facteurs de pénibilité. Pourquoi pas? Mais des personnes qui partiraient plus tôt à la retraite, cela signifie donc une augmentation du déficit. Puis, la prise en compte du RSA dans la validation des trimestres. Sans parler de l'injustice colossale que serait de toucher des aides qui nous ouvriraient le droit à d'autres aides participatives sans y participer, j'aimerais bien savoir combien coûterait cette absurdité et cette spoliation des cotisants. Cette mesure est une autre augmentation du déficit. À ce stade, on commence à se demander comment va-t-on payer le déficit actuel, ainsi que le déficit supplémentaire des mesures listées précédemment. On y arrive. Ignorons la troisième mesure complètement vague et incompréhensible, sachant que les retraites ont toujours été indexées sur le salaire, et passons à la suite. Soumettre à cotisation les dividendes, la participation, l'épargne salariale, les rachats d'actions et les heures supplémentaires. Et là, on est en plein dedans. On va taxer les dividendes pour payer les retraites. On va donc élargir les cotisations à des personnes et ces cotisations ne leur ouvriront pas de droit, puisqu'on ne touche pas de retraite en fonction des dividendes que l'on a perçus. Mais attention, pas que les dividendes, les travailleurs également, votre épargne sera taxée. Fini les économies pour changer de maison, votre épargne va fondre année après année, car taxée par des politiques qui ne veulent pas assumer un budget à l'équilibre. On colmate avec ce que l'on peut trouver. Fini la logique que j'ai décrite en introduction. Ce ne sont plus les actifs qui payent pour les retraités avant d'en devenir eux-mêmes, mais bien une politique de « on trouve tout ce qu'on peut » jusqu'à la faillite totale. Car une fois les épargnes de tout le monde ponctionnées et que tous les actionnaires auront quitté le pays, où va-t-on trouver l'argent? Un budget doit être stable pour continuer dans la durée. Tout le monde le sait, même LFI le sait. Ils ne sont quand même pas si crédules. Passons à la dernière mesure, la plus courte mais la plus significative, sur l'Europe. C'est la toute première mesure proposée autour de l'Europe. Refuser le pacte de stabilité budgétaire. Rien que cela. Bien évidemment, comme pour les retraites, la stabilité budgétaire est recommandée pour un foyer, pour un service public, pour une entreprise, mais pas pour un État, bien sûr que non, ce serait un sophisme de dire cela. Une des rares choses positives que l'Europe nous impose est justement la stabilité économique. Alors que se passerait-il si on quittait ce pacte et qu'on se mettait à augmenter le déficit de l'État ? Je précise d'abord, l'Europe ne nous empêche pas d'avoir un budget déficitaire, mais nous impose bien de ne pas augmenter le déficit de plus de 3% par an. Ce n'est pas uniquement d'avoir un trou dans le budget que propose le NFP, mais bien de s'activer pour le creuser encore plus. Pour vous démontrer que cette mesure serait un anéantissement total de l'économie du pays, je dois dans un premier temps vous donner la définition de ce qu'est une obligation. Une obligation est un titre de créance émis par une entité, comme un État ou une entreprise, qui emprunte de l'argent aux investisseurs. En achetant une obligation, l'investisseur prête de l'argent à l'émetteur, en échange de paiement d'intérêts réguliers qu'on appelle des coupons, et du remboursement du capital à l'échéance.
Les marchés obligataires sont les lieux où se négocient ces titres de créance. Ils regroupent l'achat et la vente d'obligations entre divers acteurs financiers tels que les gouvernements, les entreprises, les banques et les investisseurs institutionnels. Un État finance son budget sur les marchés obligataires en émettant des obligations. En les vendant, il lève des fonds pour couvrir ses besoins financiers, tels que le financement des infrastructures, le remboursement de dettes existantes ou la couverture d'un déficit budgétaire. Les investisseurs qui achètent ces obligations prêtent ainsi de l'argent à l'État, qui s'engage à leur verser des intérêts jusqu'à ce qu'ils remboursent le montant emprunté à une date fixée. Alors, que se passe-t-il au niveau du marché obligataire lorsqu'un État est déficitaire ? Cette situation provoque logiquement une baisse de la confiance des investisseurs et des marchés financiers, car ils perçoivent une gestion budgétaire moins rigoureuse. Et c'est le cas, puisque vous avez inscrit cette instabilité dans votre programme. Le thermomètre de cette confiance des investisseurs est appelé indice de confiance. Et celui-ci diminue car l'investissement obligataire est plus risqué, ce qui force l'État à augmenter les intérêts des titres obligataires qu'il émet. Logique, plus le pari est risqué, plus il faut que ça en vaille le coup. Et c'est là qu'on entre dans l'effet boule de neige. C'est la spirale d'endettement croissant. Concrètement, un déficit plus important oblige l'État à emprunter davantage, ce qui augmente sa dette. Cette dette accrue entraîne des paiements d'intérêts plus élevés, ce qui alourdit encore les dépenses publiques. Pour financer les dépenses supplémentaires, l'État doit emprunter encore plus, aggravant ainsi le déficit. Ce cycle peut se répéter, conduisant à une accumulation rapide et incontrôlée de la dette publique. Et les prêteurs, contrairement à la police, tu ne peux pas leur dire que... Vous obéirez comme les autres. Cette spirale, on y arrive au fur et à mesure en France. Notre déficit est trop important et notre indice de confiance baisse régulièrement. Mais avec le NFP, cette spirale serait tellement accélérée qu'il nous suffira de quelques années pour entrer dans une crise que la France n'a pas connue depuis un siècle. Et malgré leur pathos et leurs grands discours larmoyants, ceux qui subissent vraiment cette crise, ce ne sont pas les riches patrons ou les gros actionnaires, ce n'est pas Bernard Arnault, ni même Mélenchon, ce sont bien les plus pauvres. Et on ne parle pas de devoir se serrer un peu la ceinture ou de ne pas partir en vacances cet été, mais bien de conséquences d'une crise comme celle que la Grèce a connue lorsque son déficit a atteint 12,5% en 2009. Le pays a mis 10 ans à s'en remettre, et sa démographie a même entre-temps reculé. Bref, les mesures du NFP, c'est une balle, un mort. Marché boursier, immobilier, dette, rien ne va. Et on a l'impression de lire un espèce de journal intime d'un adolescent qui écrit ses rêves, complètement déconnecté de la réalité. En bref, je m'attendais presque à lire. Si on veut rembourser la dette, on n'a qu'à imprimer des billets. Et le problème, c'est qu'on pourrait avoir tendance à croire qu'ils ne croient pas vraiment à leur programme, qu'ils savent qu'ils font du populisme et de la démagogie, et qu'ils sont juste prêts à tout pour un poste, comme certains membres du PS par exemple. Mais d'autres y croient, et certaines fois ils accèdent au pouvoir. Ils créent des crises économiques monstrueuses et détruisent les espoirs d'un pays. Il n'y a qu'à regarder le Venezuela, un pays disposant de la plus importante réserve de pétrole connue au monde, plus grosse même que celle de l'Arabie Saoudite. Le pays a effectué une révolution socialiste en 1999 avec Hugo Chavez et est dirigé depuis 2013 par Nicolás Maduro, un proche de Jean-Luc Mélenchon. L'application d'une politique subventionniste similaire à celle proposée par le NFP et un budget en déficit de 20% par an a provoqué une inflation de 74 térapourcents en seulement 11 ans, malgré l'or noir qu'ils avaient entre les mains. En une décennie, il a ruiné son pays et entraîné sa population dans la pauvreté. Le taux de mortalité infantile y est en constante progression.